Aujourd'hui, je te partage ma roadmap pour devenir développeur React ultra rapidement, et ce, même si tu n'as pas de diplôme ni d'expérience professionnelle dans le domaine et que tu as un job à côté. Moi, c'est Vi, développeur React professionnel, et j'aide les autodidactes en reconversion à décrocher leur premier job de dev React rapidement. Alors avant de commencer, deux gros disclaimers. Alors, le premier, c'est que cette roadmap, elle n'est pas faite pour n'importe qui, elle est faite surtout pour les autodidactes en reconversion. Et la raison pour laquelle elle est faite surtout pour eux, c'est parce qu'ils ont un profil très particulier. Souvent, ce sont des gens qui n'ont pas de diplôme ni d'expérience professionnelle dans ce domaine-là et qui ont très peu de temps. Souvent, ils peuvent bosser que le soir et ou le week-end. Et donc, du coup, pour eux, le mot d'ordre, c'est l'efficacité. C'est les résultats le plus rapidement possible. Du coup, je préfère être honnête et efficace. Si toi, tu as beaucoup de temps, zappe cette vidéo, zappe cette roadmap, elle n'est pas faite pour toi. T'en trouveras plein d'autres qui pourront mieux te convenir. En revanche, si t'es en reconversion, reste ici, la suite va t'intéresser. Deuxième disclaimer, cette roadmap, c'est celle que moi je te propose. Elle n'engage que moi. Et très probablement, tu auras d'autres développeurs qui pourront te dire « Mais non, ma roadmap, elle est meilleure et tout ». Et très probablement, il aura raison, parce qu'il va te proposer sa roadmap à lui qui a fonctionné pour lui, puisqu'il est devenu développeur. Donc c'est à toi aussi de faire preuve de discernement et d'être capable de dire « Bon, est-ce que cette roadmap-là, elle est bien pour moi ?» Alors maintenant que ces deux disclaimers sont posés, on va pouvoir passer au vif du sujet. Quelle est la roadmap du développeur React? Alors du coup, si tu veux devenir développeur React, il y a une chose que tu vas devoir faire, c'est postuler à des offres d'emploi de développeur React. Alors ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les offres d'emploi de développeur React sont réparties en deux grands groupes, en deux grandes catégories, en deux grands pools d'offres d'emploi. Le premier, c'est le pool des offres de stage et d'alternance. Le deuxième, c'est les offres de CDI et de freelance. Et pour pouvoir accéder à l'un ou à l'autre, il va falloir que tu aies un certain nombre de technos à ton actif. Et entre les deux, tu vas avoir ce qu'on appelle la zone de malentendu. Je t'en parlerai par la suite. Alors, on va commencer par le plus simple, c'est le pool des offres de stage et d'alternance. Alors, on parle bien de ce pool d'offres d'emploi. Là-dedans, tu n'as même pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin d'expérience professionnelle dans le dev, je comprends bien. Tout ce dont tu as besoin, c'est de maîtriser ces quatre technos-là, HTML, CSS, JavaScript et React. Au moins, tu as ces quatre technos-là à ton actif et éventuellement des projets qui puissent prouver que tu maîtrises ça, qui utilisent ces technos-là. Mais si tu veux aller plus loin et que tu veux accéder au pool des CDI et des freelances, et espérer une réponse positive lorsque tu postules, tu vas devoir savoir maîtriser non seulement React, mais aussi d'autres technologies de ce que j'appelle l'écosystème React, qui vont s'occuper d'un aspect en particulier de ton application. Et c'est d'ailleurs comme ça que sont conçues et gérées les applications React en entreprise dans la vraie vie. Donc par exemple, pour gérer la navigation, ce n'est pas React qui va s'en charger, c'est d'autres technologies de l'écosystème React qui va s'en occuper. Ici, en rose, en violet, je t'ai listé que des technos qui sont populaires et qui sont très présents en entreprise. Donc choisis celui que tu veux dedans, tu feras forcément un bon choix. Maintenant, ce que je t'ai entouré ici en vert, c'est la technologie que moi, je te recommande à titre personnel parce que je juge qu'elle est facile d'adoption. N'oublie pas, tout à l'heure, on a dit le mot d'ordre, c'est l'efficacité et donc la rapidité. Tout en étant toujours sur des technos qui sont très demandés et populaires en entreprise. Donc là, en l'occurrence, tu peux as le choix entre soit React Router, V6, attention, soit Rich Router, soit Next.js. Rich Router, en vrai de vrai, il est compris dans la V6 de React Router, ce qui n'était pas le cas avant avec la V5. Voilà, moi, je te préconise d'aller sur React Router. Next.js, c'est très bien, c'est un peu plus complet en termes de techno, mais donc plus complexe et donc plus long à apprendre. C'est pour ça que voilà, je préconise de prendre React Router, ça fait largement le job. Donc encore une fois, tu choisis la techno que tu voudras là-dedans, tu feras pas un mauvais choix. Parce que justement, n'importe lequel d'entre eux vont te donner le bénéfice de la navigation. C'est vraiment les goûts et les couleurs là. Alors côté style, styling, moi je vais te préconiser soit Style Component, soit Tailwind, soit Sass. Les trois permettent d'ajouter du style à tes composants. Mieux que le fait React. React tu peux le faire, mais ces trois librairies-là te permettent de le faire de manière beaucoup plus efficace. Pourquoi est-ce que moi je préconise Style Component en particulier? Parce que souvent, lorsque tu te lances dans React, tu viens de ça, HTML, CSS et JavaScript. Et souvent, le CSS, tu l'as remplacé par un préprocesseur comme Sass. Et Sass, si tu es à l'aise avec ça, avec la syntaxe de Sass, tu vas la retrouver dans Style Components. Et du coup, la prise en main de Style Component va être très rapide. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à te dire, bon, pars sur Style Component, c'est très rapide, c'est très demandé en entreprise. Et encore une fois, tu prends celui que tu veux entre les trois vont te permettre d'avoir le bénéfice du styling. Vraiment, mais Style Component, voilà, c'est celui que moi je te préconise. Ensuite, côté Global State Management, tu as un certain nombre de technos à ta disposition. Contexte, Redux et Apollo. Alors, je ne vais pas faire le grand débat entre contexte et Redux, d'accord? Du moins pas sur le plan technique, je vais le faire sur le plan pratique. Chacune des technos va avoir des avantages et des inconvénients. Redux, son gros avantage, c'est qu'il est très répandu en entreprise. Il est demandé dans beaucoup d'annonces d'offres de Dev React et c'est un vrai Global State Management. Il va aussi bien couvrir la gestion du state global, mais aussi le fait de partager ce state global-là à d'autres composants de l'application. Ça, il fait les deux. En revanche, les deux gros points faibles de Redux,
c'est qu'il est assez boilerplate, très boilerplate. Tu dois écrire beaucoup de lignes de code pour faire une toute petite action, comme par exemple incrémenter un nombre avec un bouton. Et deuxièmement, il n'est pas forcément facile d'adoption, il est assez difficile d'adoption, il est plus complexe, il est beaucoup plus difficile et long à apprendre et de prise en main. Tu vas devoir ajouter d'autres technos comme Redux Stonk, Redux Saga, ça risque d'allonger ton apprentissage. Et en plus, comme il est boilerplate, tu vas pas forcément être motivé à vouloir tout le temps l'utiliser. Et ça risque de ralentir aussi ton apprentissage. Si on passe niveau contexte, alors déjà, c'est une techno qui est native à React. Il n'y a pas besoin de rajouter d'autres librairies. React l'a déjà. Premièrement, il est très facile de prise en main. Donc du coup, pour l'apprendre, ça va être très rapide. En 15 minutes, tu as très bien compris comment il fonctionnait. Et deuxièmement, il est très facile d'utilisation. Ça veut dire qu'en quelques lignes de code, tu peux avoir la même chose que Redux au niveau du partage du state global. Pas au niveau de la gestion, mais au niveau du partage. Mais voici le truc. Souvent, quand on a envie d'utiliser Redux, c'est au niveau du partage du state global et pas tellement pour la gestion du state global. Du coup, la question à te poser, c'est pas est-ce que je dois prendre contexte ou Redux. La bonne question à se poser, c'est de se dire, bon, quelle est la techno qui va me permettre le plus rapidement de me familiariser avec la notion de Global State Management. Et moi, j'aurais tendance à dire, commence avec contexte, parce que tu vas l'apprendre plus rapidement. Voilà, crée un premier projet où tu vas vraiment comprendre comment il fonctionne. Et dès que tu as fini ça, tu bouges vers Redux si tu en as besoin et si une offre te le demande tout de suite. Mais si tu n'as pas besoin de Redux tout de suite, je te conseille de retarder son apprentissage. Je ne suis pas anti-Redux, loin de là. Redux, c'est très bien. C'est juste qu'il faut l'utiliser si tu en as véritablement besoin. On n'utilise pas une techno systématiquement, on va utiliser une techno s'il y a le besoin pour cette techno. Et encore une fois, Redux, c'est très lourd. C'est très puissant, mais c'est très lourd aussi. Il faut bien te poser la question, est-ce que j'ai besoin de toute la puissance que Redux m'offre? Quelquefois, contexte suffit largement. Et encore une fois, le mot d'ordre, c'est la rapidité et l'efficacité. Du coup, il faut que tu te poses la question, quelle est la techno qui va me permettre le plus rapidement d'aller sur cette compréhension du Global State Management. Et d'ailleurs, il existe plusieurs manières d'utiliser contexte, de manière à ce que, sans utiliser Redux, tu puisses quand même avoir une gestion de state global et ensuite le partager à tout le reste de ton application, à tous les autres composants. Et ça, je t'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Là, ensuite, on bouge aux outils de consommation d'API. Alors, il faut que tu comprennes que sur le marché, il existe principalement deux grands protocoles d'API. Tu as les API REST et tu as les API GraphQL. Il n'y a pas un protocole qui est meilleur que l'autre, il y a un protocole qui est plus adapté que d'autres à certains projets. Alors, si tu pars sur un projet avec une API REST, je te conseille énormément de choisir soit Axios, API Source ou Fetch. Sachant que dans les entreprises que j'ai pu rejoindre, Axios, c'est véritablement l'API qui ressort tout le temps. Tout le temps. Même si Fetch, c'est natif à JavaScript, je vois tout le temps Axios qui est utilisé par-dessus. Donc vraiment, investis du temps sur Axios, c'est très simple d'utilisation et c'est très apprécié en entreprise. Donc voilà, comme ça au moins la friction avec ton embauche elle sera beaucoup plus simple. Côté API GraphQL, tu vas avoir React Query ou Apollo Client. Alors il n'y en a aucun que j'ai souligné en vert parce que franchement, les deux, ils sont très bien l'un et l'autre. Vous voyez, les deux, je les aime autant l'un que l'autre. C'est très difficile de faire un choix. Tu peux pas faire de mauvais choix quand tu prends l'un ou l'autre. En toute honnêteté, hein. Franchement, les deux sont très bien. Ça dépend d'un projet à l'autre, c'est plus adapté d'utiliser l'un plutôt que l'autre. C'est comme ça que il faut voir les choses. Mais grosso modo, les deux s'utilisent de la même manière. Dernière chose, c'est TypeScript. Alors, TypeScript, il faut que tu comprennes un truc. C'est que c'est un gros bonus si tu l'as, mais si tu ne l'as pas, ce n'est pas rédhibitoire, c'est pas éliminatoire. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à avoir leur premier job de Dev React sans TypeScript. Ça marche très bien. Et souvent, en fait, c'est des personnes qui se sont dit que s'ils essaient d'apprendre TypeScript et React en même temps, ça risque un peu de ralentir en fait leur apprentissage. Donc, c'est pas forcément une bonne idée d'attaquer les deux en même temps si t'es pas à l'aise, si t'es pas très à l'aise avec React. Hein. Je conseillerais de rester que sur React tout seul. Là, c'est vraiment du cas par cas. Si tu veux prendre TypeScript, très bien. Si tu veux pas le prendre en même temps, très bien aussi. Il y a pas un qui est mieux que l'autre. Alors, cette liste-là, bien sûr, elle n'est pas complète. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres parties ou aspects de ton application pour lesquels tu pourrais rajouter des technos. Mais là, c'est vraiment le minimal du minimal de chez Syndical. Et bien sûr, dès que tu as compris comment fonctionnait chacune de ces technos-là de manière isolée, il faut que tu saches les utiliser avec les bonnes pratiques. Toujours. Très important. Parce que justement, les bonnes pratiques, pourquoi j'insiste autant dessus? Bonnes pratiques, best practice, c'est parce que c'est l'une des manières les plus efficaces de prouver que tu es opérationnel, et ce, même si tu n'as pas de diplôme et d'expérience professionnelle au préalable dans le domaine. Et pourquoi c'est important d'être opérationnel? Il faut que tu imagines plutôt dans l'autre sens. Admettons que tu n'as pas les bonnes pratiques. Ok? Tu es embauché. On arrive, on te donne un ticket, on dit bon, il faut que tu me codes cette feature-là, je te laisse 2 jours, tu reviens dans 2 jours, tu me présentes ton code, et au moment en fait de vouloir mélanger, merger, on dit ça comme ça, ton code, le code de ta feature, dans le code du projet, tu dois faire ce qu'on appelle une
PR. PR, c'est pull request. Request, c'est une demande. Donc, c'est une demande de mélanger ton code de ta feature dans le code du projet de l'entreprise. Mais avant de le faire, justement, on va regarder, nous, tes collègues et ton lead dev, on va regarder ton code et on va voir s'il est conforme. Et en fait, à partir de là, il y a deux possibilités. Soit tu as les bonnes pratiques. Et là, du coup, superbe, on va faire que de toutes petites rectifications. On va accepter ton code. Soit, en fait, tu n'as pas les bonnes pratiques. Ou du moins, tu as une manière de coder qui va être très inattendue et pas dans le bon sens. Là, en fait, on va passer plus de temps à corriger tes mauvaises pratiques plutôt qu'à accepter ton code, à nous faire gagner du temps. Donc finalement, le fait d'embaucher quelqu'un qui n'est pas opérationnel, notamment parce qu'il n'a pas les bonnes pratiques, mais plein d'autres choses, ça va nous faire plus perdre du temps que de l'avoir pas recruté. Donc du coup, on a tout à gagner à pas recruter ces personnes-là. Et là, du coup, tu vas en avoir la raison numéro 1 de pourquoi les entreprises demandent minimum entre 1 à 2 ans d'expérience chez les développeurs avant de les recruter. C'est parce que justement, ces 1 à 2 ans servent souvent à gagner ce côté opérationnel, notamment via les bonnes pratiques. En réalité, pas besoin d'attendre 1 à 2 ans. Tu peux, quelques mois seulement, acquérir toutes les bonnes pratiques, être opérationnel et recrutable. Il faut juste que tu agisses de manière efficace. Donc regarde bien tout le reste de la vidéo, je t'ai laissé quelque chose qui pourra t'aider. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, il y a forte chance que tu aies déjà commencé à postuler. Et tu remarques une chose, souvent tu t'es jamais posé la question. Genre tu envoies ton CV et tu envoies ton GitHub au RH, très bien. Il ou elle revient vers toi en disant « Ah bah superbe, très bien, elle te pose certaines questions, regarde un peu tes projets, superbe. » Et ensuite, 10 minutes après de conversation, il vient te dire « Superbe, génial, je reviens vers vous, je vais présenter votre profil au recruteur technique. » Donc ça va être soit CTO, soit le tech lead, soit le lead dev, très bien. Et ensuite, au bout d'une demi-heure, même pas 15 minutes, le RH te rappelle et te dit désolé, ça va pas vraiment le faire cette fois-ci parce qu'on cherche quelqu'un avec un peu plus d'expérience ou un peu plus de seniorité. Et dans ta tête, tu te dis mais attends, comment il ou elle sait que je suis opérationnel ou pas si on s'est même pas parlé, le CTO m'a même pas interviewé. Ça se trouve, j'aurais pu le convaincre, la convaincre. Il y a rien, tu vois. Et la réponse est très simple, c'est qu'il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin de te parler. Il y a juste besoin de regarder ton GitHub. Dans ton GitHub, ton code, on voit tout de suite si tu es opérationnel ou pas. C'est très simple. Et du coup, à partir de là, c'est une lame à double tranchant. Ton GitHub, soit en fait ça va te servir, soit ça va te desservir. Ça va dépendre de comment tu vas l'agencer, tu vas le préparer. Et justement, la stratégie pour moi, c'est de toujours laisser parler ton code. Ton code, c'est ton meilleur allié. T'as même pas besoin de parler. Si tu mets les bonnes pratiques dedans, t'inquiète pas. Un bon recruteur, s'il voit que tu es opérationnel, il va pas te laisser filer, il va vouloir te retenir. Donc vraiment, bonne stratégie, c'est de laisser son code parler à sa place. Et éventuellement, par la suite, tu es appelé pour un entretien en réel ou en visioconférence, là tu pourras parler en plus. Mais d'abord, laisse ton code parler à ta place. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner pour te faire recruter. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit la différence entre un débutant qui est non opérationnel et un débutant qui va être plus expérimenté et opérationnel. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y avait entre les deux cette zone que j'appelle la zone de malentendu, d'accord, qui va correspondre à on va dire des accidents ou des malentendus, ok. Donc typiquement, ici, tu vas avoir aussi bien des personnes qui normalement ne pouvaient prétendre que à des stages ou à des alternances, dû à leur niveau, parce qu'ils n'ont que ces 4 technos-là, et qui pourtant ont réussi à avoir des CDI et des freelances. Comment ils ou elles y sont arrivés, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ils y sont arrivés. Et inversement, tu vas avoir des personnes qui avaient clairement le niveau pour avoir soit un CDI, soit un freelance, mais qui pourtant aujourd'hui sont soit que, entre guillemets, dans un contrat de stage ou un contrat d'alternance. C'est pour X raisons. Soit c'est parce qu'ils n'avaient pas assez confiance en eux pour pouvoir postuler un CDI ou un freelance et donc ils se sont dit bah non, je pense que j'ai pas assez de niveau, donc je vais postuler un stage ou une alternance et éventuellement après j'irai un CDI ou un freelance. Ou alors c'est des gens qui se sont dit bah par souci de praticité, ce stage-là, il était à 10 minutes de proche de chez moi, alors que le CDI, il est peut-être à 1 heure. Donc du coup, je préférais prendre le stage. Voilà, pour X raisons. Dans tous les cas, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ici, c'est ce que j'appelle la zone de malentendu. Ce sont des profils pour lesquels, en tout cas, les personnes qui sont de la zone de malentendu, ce sont des personnes qui sont, c'est des cas marginaux. Il ne faut pas croire que si toi, tu n'as que HTML, CSS, JavaScript et React, tu as vu une personne qui a réussi à passer CDI, ah bah vas-y, moi clairement je vais arrêter d'apprendre les autres technos et au titre que cette personne-là y a réussi, et donc du coup je vais continuer à postuler en espérant une réponse positive. Non, c'est très mauvaise stratégie pour chercher à se faire recruter. Alors super, maintenant tu maîtrises chacune des technos de manière individuelle. Sauf que maintenant il va falloir que tu prouves que tu sais maîtriser toutes ces technos-là. Et ça tu vas le faire via des projets. Et moi je préconise d'en faire 2.
Et attention, j'ai bien dit des projets, des vrais projets, d'accord? Et pas des exercices. Donc tout de suite, tu me jartes tous les to-do list, les morpions, les tic-tac-toe, les snakes et ainsi de suite. Ça n'a pas de valeur dans les yeux d'un recruteur. D'accord? C'est très bons exercices à titre pédagogique, ce sont des vertus pédagogiques qui sont très bien, mais ce ne sont pas des projets. Alors bien sûr, tu auras toujours le recruteur qui va accepter, oui, alors tu as fait une to-do list, tu as fait un snake, très bien, superbe, je te recrute, très bien. Mais ça, c'est des cas marginaux, c'est pas la grande majeure partie des cas. Et les deux vrais projets qui ont l'air vraiment professionnels, que moi j'aurais tendance à préconiser, c'est un projet e-commerce et un site vitrine. Et d'ailleurs, tous les autres sites que tu peux faire par la suite, c'est bonus, mais au minima, et ces deux sites-là. Tu vas comprendre pourquoi. Quand tu postules, il y a deux types de recruteurs que tu veux convaincre. Le premier, c'est le recruteur non technique, souvent le RH, la RH. Le deuxième, c'est le recruteur technique, donc souvent le CTO, le tech lead, le lead dev, voilà, c'est ces personnes-là. Et c'est vraiment dans ce sens-là. C'est d'abord le recruteur non technique, puis le recruteur technique. On va commencer avec le premier, le recruteur non technique. Cette personne-là, par essence, non technique, souvent elle ne sait pas coder et c'est pas ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est d'agir grosso modo comme un feu rouge. Tu passes pas. Et la manière dont cette personne va le faire, c'est, si elle ne sait pas coder, elle peut pas checker ton code. Donc elle va se baser sur autre chose. Et ces autres choses sur lesquelles elle va se baser, c'est notamment, est-ce que déjà, tu es capable d'intégrer une maquette de manière efficace? Est-ce que c'est joli ce que tu fais? Et c'est là qu'intervient justement le site vitrine. À ce stade-là, tu n'as même pas besoin de React. Un site en HTML, CSS qui est responsive, ça suffit largement. Éventuellement du JS pour faire des animations. Et encore, parce que maintenant CSS est tellement devenu puissant, il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu n'as même pas besoin de JS. Donc, un site en HTML, CSS propre, vraiment qui est là vraiment professionnel, qui est responsive, ça suffit largement. L'autre chose que le recruteur non technique va regarder, c'est aussi si tu as ces technos-là. Alors, c'est ce que tu coches ces cases-là. Et ça, c'est des choses sur lesquelles toi, tu peux bosser jusqu'à maintenant. Sur lesquelles tu peux bosser très rapidement. Tu peux monter un site en HTML, CSS et tu peux apprendre à utiliser ces technos. Ça, c'est dans ton contrôle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, une fois que le recruteur non technique, donc le RH, la RH, regarde ton projet et dit « Ok, ça m'a l'air bien. Eh bien, écoutez, je vais transmettre votre candidature auprès de notre recruteur technique. » Donc, encore une fois, CTO, Tech Lead ou Lead Dev. Ces personnes-là, en fait, c'est très simple. Ils vont regarder ton GitHub. Ils vont regarder ton GitHub, ils vont regarder ton code et ils vont dire, alors, est-ce que cette personne-là, elle a ce qu'il faut au niveau de la stack technique et au niveau de la maîtrise de cette stack technique. C'est là justement qu'entrent en jeu les bonnes pratiques. Donc arrange-toi comme tu veux, il faut que tu trouves ces bonnes pratiques-là et il faut que tu les implémentes. Regarde le code de d'autres devs, apprends, lis des articles, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Suis des gens sur Twitter, voire même demande à ton mentor. Tout ça, c'est des solutions qui sont à ta portée. Et là, le recruteur technique, lui, va t'intéresser sur les challenges que tu vas avoir. Et c'est là justement qu'entre en jeu le site e-commerce. Un site e-commerce, ce que j'aime bien avec ce site-là, c'est qu'il va avoir suffisamment de challenges pour justement montrer que tu es opérationnel. Et ça, c'est dû à l'aspect même du e-commerce. Parce que tu as un panier, parce que tu as plusieurs produits, parce que tu as plusieurs pages, tu vas rentrer dans un niveau de complexité que tu n'aurais jamais atteint avec simplement des to-do list. Et ce niveau de complexité, c'est là que tu vas pouvoir prouver si tu es opérationnel ou non. C'est là où en fait tu vas pouvoir montrer comment tu orchestres l'ensemble des technologies de l'écosystème React de manière propre et opérationnelle. Et là, du coup, tu vois que tu n'as pas du tout besoin d'enchaîner des projets et des projets. Il suffit simplement de 2 projets et ça suffit largement. Et je vais même aller plus loin. Si en fait tu arrives à monter un site qui est un e-commerce et qui a une très bonne tête, tu n'as besoin que d'un seul site. Tu n'as pas besoin de 56 000 sites. Si j'ai le choix entre quelqu'un qui me sort 20 to-do list et quelqu'un qui m'a créé un clone de Facebook ou d'Instagram ou TikTok ou tout ce que tu veux, voilà, des gros projets comme ça, bien sûr, je préférais celui-ci. Parce que c'est des vrais projets dans lesquels il aura été en mesure de voir des challenges que l'autre n'aurait jamais vus. Et c'est exactement ces challenges-là que nous, on voit en entreprise. Donc forcément, ce profil-là va plus m'intéresser. Alors, je te vois venir, tu vas me dire, superbe vie, j'ai appris des technos qui gèrent à chaque fois un aspect bien particulier d'une grosse appli React. Superbe. Et maintenant, il faut que je monte un projet, mais où est-ce que je les trouve, ces projets-là? Alors, tu as plusieurs moyens. Le premier, c'est par exemple de trouver un clone. Un clone soit de Instagram, soit un clone de Netflix, j'en ai vu qui est passé pas mal. Alors, en soi, sur le plan technique, c'est très bien. Sauf que c'est pas très original, il y a beaucoup de gens qui le font, et donc du coup, tu
vas pas vraiment sortir du lot avec ça, mais ça fait le job. Ça fait le job. En vrai de vrai, j'ai vu des gens qui ont été recrutés avec ça, ça marche très bien aussi. Ça sera toujours mieux qu'en tout cas des to-do list. Hein. Ça, c'est mille fois certain. La deuxième possibilité, c'est en fait d'avoir toi-même une idée d'application. Et ça, c'est probablement la meilleure des solutions. Parce qu'avec cette approche-là, moi, je saurais forcément que tu t'es débrouillé véritablement, que tu as été 100% autonome, puisque tu l'as créé de toutes pièces. Donc forcément, comment tu peux être plus autonome que ça? Tu vois? Et alors bien sûr, il faudra bien t'assurer que tu suis les bonnes pratiques dans ce projet-là. Hein. Vraiment, hein. C'est pour ça que moi, je t'encourage énormément. Dès que tu as fini un projet, que tu as créé par toi-même, tu as trouvé toi-même l'idée, c'est très 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 bien. Fais-le vérifier par quelqu'un d'autre, d'accord? Par souvent quelqu'un qui est plus senior que toi. Trouve n'importe qui et pose toujours la même question. Est-ce que mon code, il respecte les bonnes pratiques comme ça? Qu'est-ce que je peux améliorer dessus? Comment toi, tu l'aurais fait? Ça, c'est vraiment l'aspect sur lequel moi, je harcelais mon mentor à l'époque. C'est vrai, vraiment, montre-moi. Est-ce que ce code-là, il fait un peu trop débutant? Je n'ai pas trop envie de passer pour un mec qui n'est pas très opérationnel, voire pas du tout, tu vois? Donc, je montrais tout le temps mon code. Et heureusement, je lui montrais mon code parce qu'il me disait alors oui, ton code il fonctionne, c'est vrai, on clique bien, mais change ça, ça. Et parce que ça, si, A, B, X, Z, tout ce que tu veux. Voilà, et ça, c'est les bons conseils à prendre. Et immédiatement, implémente-les. Ensuite, remontre-lui. Voilà, est-ce que je l'ai bien fait comme tu l'as fait, tu vois? C'est très très important. À ce moment-là, surtout, juste avant que tu postules, c'est très important d'avoir le feedback de quelqu'un qui est plus senior que toi. Très important. Parce que quand tu as fait ça, tu sais que lorsque tu vas postuler, si jamais tu n'es pas accepté, tu sais que c'est pas la faute de ton code. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, tu peux te concentrer sur autre chose. C'est peut-être ton CV, c'est peut-être la faute à pas de chance. Il y avait un autre candidat qui était meilleur que toi, c'est pas grave. Mais tu vas pas revenir sur ton code. Tu vas simplement repostuler avec la même candidature. Et quand tu fais ça, tu vas pouvoir te concentrer simplement sur le fait d'envoyer de nouvelles candidatures et pas de revoir ton code. Alors qu'en fait, ton code, il est très très bien comme il est. C'est simplement la candidature, voilà, c'est le marché qui est comme ça. Donc, et la seule manière de le savoir, c'est de demander à un mentor. Demande à quelqu'un qui va être capable de te faire un retour. Et même, je vais aller plus loin. Et le réflexe, si tu es satisfait de ton code, quand tu postules et qu'on te refuse pour le poste, demande systématiquement par derrière un retour. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, prendre quelques minutes pour me donner un retour, s'il vous plaît? Et fais aussi attention à certains feedbacks qui te sont donnés et qui sont pas forcément de très bonne qualité. Hein. J'en ai vu quelquefois, c'était alors je vous conseille de faire plus de projets. Non. Faire plus de projets, c'est pas ça qui va t'aider. Ce qui va t'aider, c'est de faire des bons projets, les bons projets, les projets qui vont montrer que tu es opérationnel. Et c'est pas de multiplier des to-do list, c'est de multiplier ton intensité sur certains projets. Atteindre des features qui sont suffisamment complexes pour mettre à l'épreuve tes skills, mais pas trop pour que ça reste motivant et atteignable. Alors si tu n'as pas d'idée de projet à monter toi-même et que tu cherches pourtant un projet qui va réunir toutes les technos de l'écosystème React qui vont être indispensables pour monter un vrai projet comme en entreprise, un projet e-commerce qui réunit tous ces critères-là de techno et qui est beau sous le capot, c'est-à-dire techniquement parlant, avec des bonnes pratiques comme on trouve en entreprise, et qui est beau aussi sur le capot avec une belle interface graphique qui fait professionnel et des features qu'on voit comme dans la vraie vie. Si tu recherches un projet qui ressemble justement à tout ça, eh bien ça tombe bien parce que je t'ai prévu un projet qui réunit justement tous ces critères dans un projet qui est disponible justement dans le lien de la description. Alors il y a une dernière chose dont il faut que je te parle, c'est ce que j'appelle les outils du développeur. Et là ça ne va pas concerner que les développeurs React, mais tous les développeurs de manière générale. PHP, Angular, Node, tout ce que tu veux, même du développeur mobile. Tous ces développeurs-là, s'ils sont opérationnels, ils savent maîtriser les outils dont je vais te parler juste là. Le premier outil dont je vais te parler, c'est Git. Alors attention, là je te parle pas du Git de la maison. Hein. Git add, Git commit, Git push, sans t'inquiète pas, tout le monde sait le faire. Hein. Moi je suis en train de te parler du Git de l'entreprise. Ça n'a rien à voir. Le Git de l'entreprise, c'est savoir utiliser Git tout seul et en équipe. Aussi bien quand tout se passe bien, mais surtout quand tout se passe mal. Parce que quand tout se passe bien, c'est très facile, hein, tout le monde sait faire. Hein. Mais quand tout se passe mal, ça y est. Là, on voit les gouttes de sueur sur le front, on voit les demandes à droite à gauche. C'est savoir récupérer le code de l'entreprise, bosser dessus, partager ton code aussi bien au reste de ton équipe qu'à ton lead dev, gérer plusieurs versions, lire, mais surtout comprendre les messages d'erreur que Git te balance dans ton terminal, et même surtout encore utiliser les bonnes commandes en conséquence et savoir ce qu'elles vont produire comme effet, et sans en avoir peur. Et souvent, un développeur qui est opérationnel, il connaît tout ça, il comprend tout ça. Mais le plus important, il sait comment agir dans ces cas-là et agir avec confiance. Et à l'inverse, un développeur qui est débutant, c'est celui qui, toutes les 30 minutes, va te poser une question sur Git. Vi, j'ai un problème sur ma branche. Vi, j'ai un message d'erreur. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Vi, je crois que j'ai fait une gaffe.
est-ce que tu peux venir voir, s'il te plaît? Fille, je dois entrer une commande là, mais j'ai peur de la faire tout seul. Est-ce que tu peux regarder avec moi, s'il te plaît? C'est que des problèmes comme ça. Alors quand c'est moi ton lead dev en entreprise, tout va bien. Je suis patient, je vais t'expliquer, il n'y a pas de sujet de ce côté-là. Mais si tu tombes sur un lead dev qui va être moins patient que moi, là tu vas te sentir très seul. Alors attention, je te rassure, t'as pas besoin de connaître toutes les commandes de Git. Personne connaît toutes les commandes de Git. Tu as juste besoin de connaître et de savoir utiliser les bonnes commandes de Git dans les bonnes situations qui vont te permettre de dépatouiller dans 90% de tous les cas en entreprise et à la maison. C'est ça en fait, connaître Git. Et bah juste le Git add, Git commit, Git push. Donc conclusion, apprends à utiliser Git. Investis du temps dessus. Apprends à l'utiliser dans un environnement calme à la maison quand tout va bien pour l'instant et pas dans le feu lorsque tu vas paniquer comme un malade. C'est un très bon investissement que tu vas garder pour le restant de ta vie de développeur. Deuxième outil du développeur opérationnel, c'est savoir utiliser son terminal. Et là en simple, c'est connaître et savoir utiliser les commandes bash et shell de base. Comment créer un dossier, comment naviguer, comment copier des fichiers, modifier le nom d'un fichier, tout ça, ça prend 10 minutes. Tape sur YouTube, je sais pas, ou sur internet, les commandes de base shell ou bash les plus utilisées pour un développeur. T'as compris l'idée, tu vois. Ça, tu passes juste 10 minutes dessus et t'en parles plus. Pareil, c'est un investissement pour le restant de ta vie de développeur. Troisième et dernier outil du développeur opérationnel, c'est savoir utiliser son éditeur de code. VS Code, WebStorm, autre chose, c'est toi qui choisis. Et principalement, ça va s'axer autour de 3 choses. Premièrement, les raccourcis. Deuxièmement, les fichiers de config. Et troisièmement, les extensions. Quand tu maîtrises ces 3 choses-là, t'es super efficace, tu fais x100 ta vitesse de productivité. Tu perds pas ton temps avec des manips qui servent à rien, tu n'utilises pas tout le temps ta souris. Et d'ailleurs, ça se voit physiquement, un développeur qui s'y connaît vraiment avec son éditeur de code, tu le vois très rarement toucher à sa souris. Et très rapidement, tu le vois faire des manips qui font gagner énormément de temps. Enfin, visuellement, tu les vois. Tu mets 2 développeurs. Tu prends un développeur senior, tu le mets à droite. Un développeur débutant, tu le mets à gauche. Les deux font face à leur écran. Ils ont leur cahier devant eux, ils commencent à bosser. Juste, je mets des écouteurs, je les regarde, ça se voit tout de suite. Le développeur senior, il va toucher à son éditeur de code d'une manière où il va savoir véritablement exploiter toutes les forces de son éditeur de code. Il est ultra rapide. Et lui, il va pas se casser la tête. Il va se configurer tout pour pouvoir être hyper efficace. Et toi, quand tu connais pas tout ça, tu fais mais il est super fort et tout. Et il a pensé à ça. Non, il a pas pensé à ça. Il a configuré ça et ça. Il a laissé faire pour lui. Et du coup, l'ordinateur s'en charge pour lui. Et du coup, toi, tu crois qu'il est super fort, qu'il a des super pouvoirs. Non, il est humain. C'est pas un super héros. C'est juste qu'il connaît très bien les forces de son éditeur de code. Il sait les exploiter. Et toi aussi, apprends à utiliser ton éditeur de code. Apprends les raccourcis, les fichiers de config et tout. Donc, conclusion, investis du temps à connaître ton éditeur de code. Crois-moi, ça c'est un investissement pour le restant de ta vie de développeur là aussi. Tu vas coder beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de confort. Et c'est là en fait où tu prends plaisir véritablement à coder. Parce que tu te rends compte que tu peux abattre beaucoup plus de travail en très peu de temps. Parce que ça va te permettre d'éliminer toutes ces frictions bien chiantes et bien reloues que tu as lorsque tu codes. Et ça va te rendre ton expérience de développeur beaucoup plus agréable. Et comme d'habitude, si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à lâcher un commentaire, à la partager, ça fera toujours plaisir, ça me donnera de la force, je les lirai avec beaucoup de plaisir comme je le fais d'habitude. Et je te dis à très bientôt, à la prochaine vidéo.